Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode du Find Yourself Show. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important, qui n'est pas facile mais qui est très important, qui est les différentes formes de violence qui sont faites aux femmes. Et pour ce faire, j'accueille du coup Patricia et Tiffany. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je pense que c'est hyper important qu'on libère la parole et merci du coup de le faire ici et maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Patricia, tu commences? Je m'appelle Patricia, j'ai 38 ans, j'ai 2 filles de 15-12 ans. Je suis Tiffany Day, je suis une artiste et formatrice féministe. Dans ce cadre-là, j'ai notamment subi du cyberharcèlement. Vous avez toutes les deux été victimes de violence ou êtes toujours victime de violence. Patricia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu brièvement comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai souffert de violences conjugales. J'ai eu des violences par mon mari en sachant que j'étais enceinte. Et en fait, ça a commencé le jour où on emménageait ensemble. Et ce jour-là, c'est le jour où j'ai su que j'étais enceinte aussi. Donc le 8 janvier 2007, c'est là où tout a basculé. Ça a été vraiment crescendo. Ça a été genre, maintenant, c'est moi qui commande, je suis l'homme de la maison. Et moi, je me suis dit, ouais, vas-y. Je prenais ça pour de la rigolade au début. Et après, j'ai senti une pression tout doucement, genre, t'habilles pas comme ça, te maquille pas, sors pas avec telle personne. Ou après, j'ai commencé un petit peu à... Parce que je suis quand même une grande rebelle à la base. Et en fait, le jour où il y a eu... il y a eu le viol. Parce qu'en fait, comme j'étais enceinte, j'avais forcément, quand tu es enceinte, ton corps change. Et j'avais une infection urinaire. Donc j'étais sous traitement. Et le problème, c'est que du coup, je lui ai dit, non, pas aujourd'hui. Et il l'a fait quand même. Et c'est à partir de ce moment où j'ai su que c'était vraiment des violences. Parce que j'étais jeune, j'avais 22 ans. Et il faut savoir qu'avant de le rencontrer à 19 ans, j'ai eu une tentative de viol dans la rue. Et en fait, du coup, j'ai connu, je sais ce que c'est la violence physique. Et du coup, je me suis dit, il connaît mon histoire et il me fait ça. Et à partir de ce jour-là où j'ai pris conscience de la violence conjugale, parce que je me suis dit, mon mari va me protéger. À la base, c'était ça. Il me protège, je suis enceinte. J'attends de l'affection, j'attends du bonheur à la base. Et du coup, c'était pas du tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis réveillée, entre guillemets. Parce que les petites violences, fais pas ci, fais pas ça, ça va, ça passe. Je me suis dit, et je prenais pas conscience de la gravité de la chose. Parce qu'on est censé être libre de s'habiller, de se coiffer. L'homme n'a pas à nous dire quoi faire. Et à partir de là, ça a été une roue libre pour lui. Ça a été des coups, séquestration, ça a été... il voulait contrôler ma vie. Ouais. Il y avait des signes avant-coureurs, avant que tu te mettes avec lui ou que vous vous emménagiez ensemble? Ma mère m'a prévenue, mais j'étais tellement aveuglée par me marier avec lui et partir du foyer pour vivre ma vie, que du coup, je ne le voyais pas. J'ai eu des proches à moi qui m'ont fait signe et j'étais complètement aveuglée par l'amour de mon mari, Et j'aurais dû écouter ma mère, mais bon. À l'époque, tu n'étais pas en mesure de voir tout ça. C'est ça. Et le jeune âge fait que c'était compliqué pour moi de gérer tout ça. Ouais, j'imagine. Okay. On va y revenir plus en détail. Merci. De rien. Tiffany, toi, du coup, tu vis une autre forme de violence. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment ça a commencé, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors juste d'abord, parce que ça me touche, mais dans un de mes spectacles féministes qui s'appelle Compte à rebours, il y a une des personnages qui s'appelle Cendrillon. Ouais. Et en fait, dans ma pratique militante, j'ai rencontré beaucoup d'héroïnes. Et donc, dans mon personnage de Cendrillon, je montre les mécanismes de la mise sous emprise.
et il y a énormément de choses qui résonnent. Il y a un passage où je dis qu'il y a des campagnes qui disent aux femmes avec beaucoup de paternalisme, à la première gifle, il faut partir. Ouais. Oui, mais en fait, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand ils commencent schéma, à frapper, quand ils le commencent à rouage, il est- violer, quand ils commencent à passer la vitesse supérieure de l'humiliation, du contrôle, etc., c'est parce qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse plus partir. Complètement. Et donc merci et brava de vous être protégée. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est ce niveau d'héroïsme, à côté de ça, les Batman et autres merdeux hyper capitalisto, virilo, merdiques, ils peuvent vraiment aller se réveiller. Enfin, je veux dire, l'héroïsme, c'est ça. Donc oui, moi, par ailleurs, et c'est aussi... Enfin, les agresseurs se sentent en fait les failles que d'autres agresseurs ont causées et rentrent dedans. Et comme on est des femmes et qu'on a été des filles, on a toutes été victimes de violences plus ou moins graves, plus ou moins gravissimes dans notre vie. Enfin, tu parlais de la tentative de viol. Bon, en fait, dans moi, ce qui m'arrive, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, là, on va parler de cyberharcèlement, on pourrait avoir l'impression... et par ailleurs, voilà, de toute façon, comparer les douleurs, c'est jamais très intéressant, mais voilà, on pourrait avoir l'impression que ça reste dans le cyber, dans le virtuel. Mais donc déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête dans le cyberharcèlement, c'est que ça s'appuie sur tout un vécu de femmes en patriarcat et donc de violences déjà présentes depuis l'enfance, depuis qu'on est né, et de tout type. Ça va de... la discrimination parce qu'on est des filles, etc. Et l'assignation à des stéréotypes de genre, où on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes possibilités, il n'y a pas les mêmes jugements qui se posent sur nos actions, etc. Jusqu'aux agressions sexuelles de gravité variable qu'on peut subir à partir du moment où on est une petite fille, quoi. Et donc voilà, donc déjà les agresseurs, lorsqu'ils vont cyberharceler dans mon cas, ils vont s'appuyer sur tout ça et ils savent en fait qu'ils s'appuient déjà sur des blessures et sur tout un système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être, pour mettre sous emprise en tant que conjoint violent, il n'y a pas besoin d'être brillant du tout parce qu'en fait ils arrivent avec le kit, ils ont grandi avec le kit agresseur, tout le mode d'emploi et puis toute la société va les y aider. Bon, là dans le cyberharcèlement c'est pareil. C'est très simple pour eux de trouver dans quelles failles, ou en tout cas de tester les failles dans lesquelles s'engouffrer. Moi, comment ça a commencé, ça a commencé parce que j'étais une femme qui s'exprimait sur les réseaux sociaux. Déjà, pour commencer, au moment le pire du cyberharcèlement, il y a plein de femmes qui m'ont écrite pour dire « oui, moi aussi, ils ont fait ça, ils ont fait des raids, ils ont réussi à faire fermer mon compte, etc. » À partir du moment où on est une femme et on s'exprime, quel que soit le sujet, on va être cyberharcelé, en fait. Donc ça fait des années que ça dure. Simplement, il y a eu un pic cet été parce qu'ils se sont réveillés à ce moment-là, mais... donc j'ai créé une langue qui s'appelle la féminine universelle, que peut-être vous entendez. Mais donc du coup, il y a eu une émission sur le Crayon Média. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai été invitée. Et pour une fois, j'ai pas regardé, enfin je connaissais pas ce média du tout. C'est une femme qui m'a contactée pour m'y inviter en plus. Donc je me suis pas méfiée. Et puis surtout, donc moi je suis antispéciste, je vis avec des chiennes et à l'époque un chien, qui était vraiment mon fils, quoi. Et ce fils est parti très, très soudainement, il est décédé. Et en fait, l'invitation vient juste après. Donc en plus, je suis dans un état de désespoir immense, j'ai pas dormi, etc. Et je me dis juste, accepte l'invitation, parce que sinon tu vas arrêter de vivre. Enfin, fais quelque chose, voilà. Donc déjà, j'arrive dans un moment, ça se voit pas dans la vidéo du tout, parce que je suis comédienne et que faire semblant, c'est mon métier, mais... j'arrive dans un moment en plus de vulnérabilité assez intense et j'étais persuadée d'avoir affaire à une journaliste qui allait me poser des questions, comme ça arrive très souvent, sur ma démarche artistique, mes spectacles au Café de la Gare, je sais pas quoi. Et puis, en fait, j'arrive et puis je vois une femme, donc je lui dis, ah, voilà, c'est vous, etc. Elle me dit, non, moi je suis la cadreuse, d'accord. Et là, il y a deux autres gars. Je me dis, bon, c'est chelou. Donc du coup, ça va être deux journalistes qui vont me poser des questions, d'accord ? Et en direct, en fait, je réalise que l'un des deux est journaliste, mais que l'autre est un espèce de facho masculiniste immonde, et que l'émission s'appelle Le Ring, et qu'on est censé, c'est pas du tout une interview, et qu'on est censé se fighter l'une et l'autre. Mais en direct, je réalise. Quand on me connaît très bien, on voit dans mon œil le « Ah d'accord !»
Mais alors tout ça, voilà, si j'avais été dans un bon jour, j'en aurais fait des copeaux du mec d'en face. Mais là, j'avais même pas envie de rire. Enfin, j'avais perdu la personne la plus proche de moi. Et alors moi, ma féminine universelle, c'est démasculiniser la langue pour se la réapproprier et en faire une outil d'émancipation féministe dont on peut se saisir comme on la souhaite, etc. Et donc, je vais la parler. Malgré mon état de fatigue, etc. Et l'autre, ça le rend dingue parce qu'il veut que le masculin continue de l'emporter. Il dit des mots compliqués, mais il a zéro argument. Enfin, et voilà, on finit l'émission. Je survis à ce moment. Je m'en sors plutôt très bien. C'est ça qui va les énerver beaucoup, malgré mon état. Voilà. Et puis, c'est diffusé à partir de mi-juillet. Et là, je réalise qu'en fait, moi, je ne connaissais pas ce média, mais c'est super connu, super suivi. Et donc, des passages de la vidéo vont être... la vidéo va être partagée sur YouTube et des passages de la vidéo vont être coupés et partagés en petit format sur les différents réseaux du Crayon Média, etc. Et là, déferlante. C'est-à-dire que, visiblement, il y a déjà un groupe de trolls habitués au Crayon Média. Et puis très rapidement, il y a des youtubeurs masculinistes immondes, que je ne connaissais pas non plus évidemment, mais qui sont très suivis, qui vont prendre des extraits de la vidéo pour se moquer de moi, essayer de me décrédibiliser avec que des arguments tous plus phallucieux les uns que les autres, avec une extrême mauvaise foi. Et puis... énormément de misogynie. Et il y en a plusieurs qui vont faire ça. Et leurs vidéos, là, clairement, à eux, vont être vues mais des millions de fois, hyper rapidement. Et donc, j'étais déjà cyberharcelée depuis des années, mais là, ça va exploser. Et donc, ça va être des centaines de milliers de messages d'insultes misogynes. J'aurais été un homme, jamais j'aurais reçu des choses pareilles. Quand les hommes, on peut les critiquer humainement ou dans leurs idées, mais jamais ils reçoivent des insultes sexistes, déjà, évidemment. Ils ne vont pas être attaqués en tant qu'hommes. Nous, on est systématiquement attaqués en tant que femmes. Ils nous comparent les unes aux autres, d'ailleurs, entre femmes qui le cyberharcèlent. Voilà, ils pensent qu'ils nous insultent en disant « Oh là là, elle vaut pas mieux qu'une telle », alors qu'en fait, on est toutes des grandes copines. Bon, bref, que ça nous flatte. mais ouais, donc... Et ça va être tous les jours et ça va être sur tous les réseaux sociaux, y compris ceux où je ne suis pas. Mais c'est d'autres gens qui vont me la dire. Il va y avoir sur des sites aussi, du type jeuxvideo.com ou d'autres, mais de gamers, de machin, où ça va être relayé et où en commentaire, c'est l'enfer, etc. Et donc, et jusqu'à m'appeler sur mon téléphone, donc ils vont trouver mon numéro de téléphone, etc. Mais comme je suis une artiste, il faut que je sois joignable. Donc c'est normal qu'il y ait mon numéro de téléphone trouvable sur Internet. Enfin, donc c'est tout le problème. Là, plein de gens vont avoir avec des bonnes intentions, mais plein de conseils, comme quitte les réseaux sociaux quelques jours. Oui, mais encore une fois, moi je suis artiste, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que les professionnels peuvent me contacter pour programmer mes spectacles. Enfin, non. Et puis en plus, ça les fait gagner. Et donc, même si je vais pas les lire, parce que par ailleurs, étant féministe, heureusement, j'ai des outils pour me protéger. C'est-à-dire que ces hommes-là, je sais que c'est mes ennemis, l'ennemi principal, comme dirait Christine Delphi. Je veux pas du tout leur plaire. Alors là, j'ai fait le deuil de cette partie de l'humanité depuis très longtemps. Je n'attends que leur décès. Je veux dire, j'ai aucun espoir dans le fait qu'ils changent, je sais pas quoi. Je sais que c'est eux le problème planétaire. Ouais, c'est eux la métastase planétaire. C'est les agresseurs. Donc, faut quand même rappeler, et là, c'est le livre de Lucille Pétavin, notamment, qui la montre, Le coup de la virilité. Les hommes sont responsables de plus de 90% des violences, quelles qu'elles soient dans le monde. Je veux dire, c'est un problème, quand même. C'est juste fou. Il y a plein de politiques, du côté des fachos notamment, qui disent c'est l'immigration. Pardon, mais non. Le truc que personne ne dit, l'éléphant dans la pièce, c'est que c'est tous des mecs, c'est que c'est tous des gros couillus de merde. D'où mon mot masculiniste, parce que c'est plus pictural. Mais en tout cas, voilà. Et donc, ils vont arriver, et puis là, on pourra détailler, mais les trucs qui reviennent le plus dans le soft, c'est retourne à ta cuisine, ferme ta gueule. Voilà, donc en gros, la place des femmes, c'est de se la fermer et de servir les hommes. C'est des trucs, effectivement, des remarques sur le physique, alors en positif ou en négatif. Il y a ceux qui disent « c'est dommage, elle était jolie », et ceux qui disent « de toute façon, elle est comme ça parce que personne veut d'elle ». Il y a ceux, tu finiras avec des chats.
Alors déjà, C'est pas plus mal. Je compte pas finir déjà. Et puis là, en l'occurrence, j'adore vivre avec mes pépettes, donc tout va bien. Et puis voilà. Et puis ça va évidemment aller jusqu'à la menace de violence physique, énormément de menaces de violence de menaces de coups. Hein. On a envie de la baffer, etc. C'est des choses qui continuent. Hein. C'est juste moins. C'est plus la même quantité. Ouais. Mais par ça contre, ça persiste. continue. C'est tous les jours, tout le temps. Et là, j'ai eu vraiment tous les types de gars. Hein. J'ai eu, alors là, tous les âges, toutes les catégories sociales, toutes les couleurs de peau, toutes les religions. Alors là, il y a de tout. Il y a du cadre sur LinkedIn, comme il y a qui a 40 ans, comme il y a de l'ado. Enfin, le seul truc, c'est que c'est des mecs en immense majorité et quelques femmes colonisées, mais c'est jamais elles qui te menacent de viol. Hein. Non. Complètement. Donc voilà, menaces de violence physique, menaces de viol, voire menaces de mort. Ça, il y en a eu aussi beaucoup. Des fois, ils écrivaient des pavés. T'as envie de dire, mais dans quel univers tu penses que je vais te lire? Enfin, ça va pas ou quoi? Et même si j'ai délégué, notamment à un pote, parce que je voulais pas qu'une femme fasse le tri dans mes messageries, par exemple. Il y a des endroits où juste j'ai laissé, en commentaire, de toute façon, on peut rien faire sur YouTube, sur TikTok, etc. En revanche, au moins dans mes messageries, il fallait faire du tri, parce que sinon ça reste en non-lu, et ça prend beaucoup de place dans la tête. Et donc même si j'ai délégué, on voit quand même les premiers mots quand on efface. Au début, je commençais à bloquer à tout va, mais en fait, tu te rends vite compte que tu vas passer ta life. Tu vois, une fois, j'ai passé 4 heures à bloquer des mecs. Ouais, je me suis dit, je peux pas t'en sortir. C'est foutu. Donc en fait, non, je les bloque plus. Voilà. Et puis, voilà. Donc je commençais à me dire, prends l'avantage de ça. C'est que du coup, mes salles sont plus remplies, mes salles de spectacle, parce que à cause d'eux, et grâce à du coup aux algorithmes, comment ça fonctionne. Il y a des femmes aussi qui ont entendu parler de ce que je fais et voilà. Donc j'essaye de me dire que professionnellement, ils m'ont un peu fait de la pub, mais n'empêche que ça a eu beaucoup de conséquences quand même. Bien sûr. Ouais, on va parler justement des conséquences juste après. Du coup, Patricia, je voulais rebondir sur toi, sur ton histoire aussi. Quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit c'est vraiment plus possible de vivre ce que je vis, il faut que je m'en aille? Ça a été en juin. Il faut savoir que je devais accoucher en septembre. Donc en juin, je commence à avoir très mal au ventre. Au début, on ne connaît pas c'est quoi les contractions. On se dit bon, j'ai mal au ventre. Donc j'ai appelé maman qui m'a emmenée chez le gynécologue, qui m'a dit bon Patricia, t'es ouverte à 3, c'est pas possible. Et ensuite, j'ai été hospitalisée d'urgence parce que ma fille était en danger dans mon ventre. Et ça a été très compliqué parce que déjà, tu as 22 ans, tu as ta première grossesse, donc tu rêves d'être maman. Parce que c'était mon rêve d'être maman, d'être mère au foyer, toute contente. Et en fait, j'ai vécu que des problématiques dans toute ma grossesse. Et là, en juin, je suis hospitalisée. Donc du coup, mon gynécologue comprend qu'il y a un problème avec moi. Donc il me fait venir une psychologue. Donc forcément, il trouve les bons mots, donc je raconte tout. Et c'est là où je dois raconter à mes parents, parce que mes parents n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Et ça a été un choc. Je devais gérer mes douleurs, parce que du coup, j'ai subi une petite intervention. En fait, ils t'injectent un produit sur les fesses pour développer les poumons et l'organisme de l'enfant si elle devait naître prématurée. Donc j'ai subi une petite intervention, déjà c'était pas évident. Et en plus, je devais raconter à mes parents ce qui se passait. Et ça a été problématique pour moi. Enfin, c'était pas problématique parce qu'ils m'ont pris en charge tout de suite. Ils m'ont dit à partir de maintenant, tu rentres à la maison et tu rentres quoi. Et du coup, ça a été un soulagement total. Parce qu'heureusement que mes parents étaient là. Et du coup, j'ai eu le soutien de ma famille. Et après, forcément, j'ai eu des reproches du « pourquoi tu m'as pas dit avant ?» Mais j'avais honte. Parce que c'était mon mari, on était mariés depuis très peu de temps. Et je suis d'origine portugaise, donc on a aussi un ego, qu'est-ce qu'on va dire, et j'étais pas prête à ça, le jugement des autres. Bien sûr. Ça a été très compliqué parce que du coup, quand on l'a su que j'ai quitté mon foyer, ça a été moralement, je devais me gérer moi et mes problèmes, mais en plus de ce que les autres disaient. Ouais. Ah, la honte, Patricia, elle a divorcé. En fait, ils n'ont même pas cherché à comprendre pourquoi je suis partie. C'est la honte. T'as divorcé, t'as même pas tenu 1 an.
Après, ça a été ma famille. Non, pour toi et ta famille, en fait, du coup, c'est comme si tu embarquais tout le monde, c'est C'est ça? exactement ça. C'est-à-dire que mes parents, bah, ils s'en prenaient aussi plein la tronche, des appels de la famille du Portugal ou d'ici. Enfin, ça a été un enfer. Ça a été un enfer parce que lui, du coup, il racontait que des conneries. Par exemple, j'avais une histoire, c'est que je vivais au 5e étage. Et lui, il racontait à ses potes au Portugal et ici que je sortais en catimini par la fenêtre pour aller en boîte la nuit. Comment je fais du 5e étage. Enfin, que des conneries. Et du coup, je dois vivre ce que j'ai... Enfin, mes problématiques à moi, gérer ce que les autres disent, ce que mes parents, parce qu'ils ont souffert de ça aussi. Et il y a Sylvia qui est là, parce que du coup, elle est là physiquement. Ça a été... Sylvia, donc ta fille. Ouais, ma plus grande, ouais. Du coup, ça a été... Beaucoup, trop. C'était trop. Ouais. C'était trop pour moi. Évidemment, je ne vous cache pas que l'idée de partir T'as traversé l'esprit. m'a traversé déjà quand je subissais. Et notamment, en fait, j'ai eu 2 envies de suicide. La première, quand j'ai eu mon agression à 19 ans, parce que du coup, il m'a menacé pour me dire si je te revois dehors, je te termine. Donc, j'ai arrêté l'école. J'étais au lycée à l'époque, donc année sabbatique, année enfermée à la maison de peur de sortir. Donc déjà, je pars déjà sur une base où j'ai vécu cette peur et cette souffrance. Et c'est grâce à mon frère qui m'a sauvée à ce moment-là. Et Mickaël m'a sauvée une deuxième fois quand j'ai subi... Donc en fait, ces 2 personnes pour moi, c'est des piliers. Et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui et que je peux vous parler. Donc voilà, donc en fait... C'est grâce à toi-même aussi. Non, c'est grâce à moi-même, mais si j'avais pas ces piliers-là pour me remonter... Ça aurait été compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais pas la force de vivre, parce que quand tu te dis qu'à 19 ans, on a essayé de te violer et que ton mari l'a fait, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir autant de violence et aussi jeune ? Et après, j'ai dû réapprendre à vivre avec un compagnon. Les relations sexuelles, je ne vous cache pas que ça a été très compliqué pendant des années, même encore aujourd'hui, des fois, c'est un peu... Il y a des mouvements, et heureusement qu'il est compréhensif, mais... On va revenir sur ça juste après, si tu veux bien. Tu sais, par rapport à quand tu avais 19 ans, justement, la première fois que tu as eu la tentative de viol, en plus, dans la rue, donc là, j'imagine que dans ce cas-là, c'était un inconnu. Oui, c'est une personne inconnue. Complètement. À ce moment-là, quelle a été la communication avec tes proches, tes parents ? Est-ce que tu as pu leur en parler, leur dire ce qui se passait ? Oui, parce qu'en fait, quand c'était dans la rue de mes parents et je suis partie en courant en pleurant. On m'a essayé de m'agresser, mais du coup, ça a été très compliqué pour eux, parce que pour eux, c'était banal, c'était quelque chose de pas grave, parce que je suis vivante, que j'avais pas de bleu. J'avais plus de peur que de mal, en gros, pour eux. Exactement, pour eux, c'était comme ça, et ils ont compris la gravité, c'est quand je pouvais plus sortir. C'était impossible pour moi de sortir, et du coup, c'est là où ils ont compris la gravité de la... Donc du coup, ils ont essayé de me soutenir comme ils pouvaient, mais ils étaient maladroits parfois. Des fois, il y a eu des propos un peu compliqués, mais c'est de la maladresse. Oui, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. C'est exactement ça, c'est qu'ils s'en voulaient eux-mêmes, parce qu'ils voulaient m'aider, mais ils ne savaient pas comment. Et du coup, ça a été... et c'est pour ça que mon frère, il était jeune, mais il a eu cette maturité pour m'aider. Ok. Voilà. D'accord. On va parler... toi, Tiffaine, aussi, je voulais te poser la question par rapport à... l'extérieur, justement. Bon, toi, tu subis du coup des agressions qui sont extérieures. Mais au quotidien, qu'est-ce qui t'aide à tenir ? Parce que c'est quelque chose dont tu vas certainement pas pouvoir te débarrasser tout de suite, donc tu es exposée. Oui. Non, mais je sais d'avance que si je continue à être moi, c'est-à-dire à être une artiste, à vouloir parler à la maximum de femmes, et qu'on n'a pas encore des réseaux non mixtes... ça veut dire qu'il y a aussi des masculinistes qui peuvent accéder. Donc oui, je sais d'avance que ça va continuer et ça va s'empirer. Ouais. Et comment tu fais face à ça déjà au quotidien ? Pour moi, la chose qui aide la plus, c'est le féminisme. C'est-à-dire c'est l'analyse féministe, aussi l'entourage féministe, donc Soror. C'est mes sœurs, c'est vous. C'est toutes les femmes qui m'écrivent pour dire...
Ils sont atroces, on est avec toi, continue. Pour moi, ça a tellement de sens. Tu m'as aidé de telle manière. Voilà, toutes les femmes qui donnent du sens. Ça te donne de la force. Ah oui, non, mais ça change tout. Et puis pour voilà, des centaines d'insultes misogynes, une seule femme qui m'écrit que j'ai pu l'aider sur telle ou telle chose, qu'après avoir vu un de mes spectacles, par exemple, elle a réussi à penser ses intérêts et à quitter un conjoint violent. Enfin, c'est des choses que je reçois. Là, c'est gigantesque. Je veux dire, ça a tellement plus d'importance, un message comme ça, que des milliers de eux. Enfin, je veux dire, mais parce que si ces femmes-là ont tellement plus d'importance pour moi sur la Terre, enfin, je veux dire, c'est... Donc je tiens grâce aux héroïnes, grâce à nous, grâce aux femmes, grâce à moi-même aussi. J'ai conscience, même si ça ne veut pas dire que j'ai pas des failles et des moments plus compliqués, mais j'ai quand même beaucoup de force. Et il y a ça aussi chez toi. On est quand même super solide. Hein. Voilà. Et puis avec l'amour de mes enfantes, voilà, de mes filles, de mon fils quand il était encore là. En tout cas, voilà, l'entourage féministe, soror et animal est très important. Et puis pourquoi l'analyse féministe ? Parce que ces masculinistes-là ne m'attaquent pas moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est là où c'est extrêmement utile. Et tu vois, quand tu dis qu'est-ce que j'ai dû faire pour subir autant de violence ? Mais pourquoi est-ce que les femmes pensent ça ? Parce qu'on n'a pas une culture féministe. On ne nous apprend pas ça. On ne nous dit pas qu'on est dans un système d'oppression patriarcale. Que la victime, ça n'est jamais la coupable. Que quoi qu'on ait fait, quoi qu'on n'ait pas fait, on n'y est pour rien. Et que les seuls coupables, c'est lui. Ce sont eux. Ce sont les agresseurs. Ouais. Et donc... le fait de, voilà, évidemment que ça n'efface pas la violence. La violence, ça reste de la violence. Sa seule raison d'exister, c'est de faire mal. Donc, évidemment que même avec ces outils féministes, on n'est pas totalement imperméable. Et bien sûr que ça m'a épuisée, que pendant plusieurs mois, j'ai eu du mal à travailler. Enfin, on pourrait y revenir. Mais en tout cas, le fait de savoir que ça n'a rien à voir avec moi, que j'ai rien fait de mal et que même, bien à la contraire, si je suis autant attaquée, c'est bien parce que j'ai appuyé sur un truc qui les emmerde profondément, parce que le langage structure la pensée et que bah oui, ce que je fais, ça compte. Et c'est important et il y a tellement de femmes qui me la disent. Et puis voilà, de comprendre... c'est normal qu'ils me haïssent, encore une fois. Ce sont mes ennemis systémiques, donc voilà, il y a une cohérence là-dedans, en fait, malheureusement, même si ça ne diminue pas la gravité de ce qu'ils font. Mais voilà, ces outils féministes, de comprendre qu'on est dans un système et que l'antiféminisme, puisque là, il s'agit de ça, dans mon cas, c'est l'expression politique de la haine des femmes, en fait. Et que c'est toutes les femmes qui sont harcelées, qui sont agressées par ces hommes-là quand ils m'agressent aussi. Que c'est une façon de faire un exemple pour dire aux autres, fermez-la. Donc, voilà, le fait de comprendre quand même, ça protège pas de toutes, mais ça aide à tenir. Ça donne du sens, en fait. Et quelles que soient les violences masculines qu'on subit, ce qui aide, c'est de mettre du sens dans les stratégies de l'agresseur. Parce que lui, et typiquement, on le voit ça énormément dans les violences conjugales, l'agresseur va tout faire pour que ça n'ait pas de sens, pour brouiller les pistes dans son scénario d'agresseur. Et le fait de remettre du sens là-dedans, c'est pouvoir recomprendre sa vie, en reprendre possession. Et donc ça aide beaucoup. Et voilà, et puis même une connaissance des conséquences des violences. C'est-à-dire que moi j'ai été formée par le collectif féministe contre le viol, le CFCV, dont le numéro d'appel national anonyme et gratuit est le 0800 05 95 95, association essentielle, par la VFT, par Muriel Salmona. Et en fait, toutes ces instances ou personnes-là, elles m'ont aidée à comprendre les conséquences normales face à ces situations anormales. Et donc, par exemple, lorsque j'ai eu du mal à travailler, que j'ai été épuisée ou que je pouvais avoir du mal à sortir, enfin des choses que tu as pu évoquer aussi, c'est pour ça que je reviens dessus, je sais que c'est des stratégies d'évitement. Je sais que c'est une conséquence normale, en fait. Et encore plus quand il y a une mémoire traumatique après des violences sexuelles, etc. Donc... et c'est pour ça aussi que nos proches, même quand elles ou ils sont bien intentionnés, vont parfois dire des phrases insupportables, etc.
c'est qu'en fait, il n'y a pas une culture du psychotrauma, une culture des conséquences des violences, une culture de la mémoire traumatique, des conduites d'évitement et des conduites à risque. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en parler et expliquer encore ça, pour qu'on ne reproche pas aux victimes, en plus du reste, seconde peine, les conséquences normales de ce qu'elles ont subi. Donc ça aussi, ça me permet d'être plus douce avec moi et de comprendre, bon bah là, ok, je vais juste me reposer. C'est ok. C'est ça. Top. Très bien. Justement, je voulais parler, avant qu'on clôture, quelles sont les conséquences que ça a eu sur vous, ces violences-là, aussi bien dans votre vie amoureuse, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, vie amoureuse, vie sexuelle, vie sociale aussi, vie professionnelle. Quelles sont les conséquences directes que ça a eu et que ça continue certainement En d'avoir? fait, j'ai envie de te dire, ça n'a pas eu des conséquences parce qu'en fait, après ces violences-là, quand je suis repartie chez mes parents, donc du coup, après, j'ai habité avec Mickaël, j'ai reappris à vivre. J'ai reappris à tout faire. J'ai repris mes études à 30 ans. Oh, Félicitations. Bah ouais, oui, j'ai repris mes félicitations. études. J'ai appris un métier qui me passionne aujourd'hui et j'ai évolué. J'ai grandi en fait. En fait, je suis née une deuxième fois, mais à ma façon. Et on m'a accompagnée, notamment grâce au centre socioculturel je tiens à le dire parce que ça a été vraiment, ça a été une renaissance pour moi ce lieu-là, parce que du coup j'ai appris à mettre des mots sur ce que je ressentais, parce qu'on faisait des ateliers entre femmes, notamment le 8 mars, on a fait un atelier et j'ai exprimé j'ai parlé pour la première fois avec d'autres femmes de mes problématiques. Ça m'a fait un bien fou et en même temps, bah, ça m'a donné envie de m'impliquer. J'ai fait plein d'actions et ça a été une très bonne thérapie pour moi parce que du coup, m'investir pour les autres, c'est aussi m'investir pour moi et donner un exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Je suis prête. Parce qu'aujourd'hui, je suis prête à aider les autres femmes. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai eu du mal à le faire. Et en fait, pour moi, c'est une renaissance en fait. Ça n'a pas été... Évidemment, je me pose la question, le pourquoi, mais j'ai plus envie de perdre mon temps à dire ça. Je me dis maintenant, il faut avancer. Et maintenant, j'avance et je suis fière de mon parcours, vraiment. Il y a de quoi. Ouais, je suis contente, même si aujourd'hui, des fois, j'ai encore des difficultés d'être dehors toute seule. J'ai encore du mal. Du coup, j'ai mon jumeau toujours avec moi. Quand je viens à Paris, il est avec moi. Et voilà, mais je sais que je fais des efforts tous les jours. Je fais des choses. La dernière fois, je lui ai fait un resto toute seule. J'étais comme une ouf. Wow. C'est bien. Je sortais d'une séance chez la sophrologue parce que du coup, c'est vrai que la médecine douce m'aide énormément à gérer mes émotions. Parce que j'ai fait des psychiatres, des psys, j'ai pris des antidépresseurs, enfin bref, ça ne m'a pas du tout aidée. Et en fait, j'ai trouvé une médecine douce qui me convient très bien, de la méditation. Enfin, je reapprends à me faire du bien. Et je sortis de la séance, j'ai dit, bah vas-y, c'est aujourd'hui. Et c'était mon premier resto toute seule. Du coup, la note, je l'ai collée sur le mur. C'est trop bien. Et du coup, je suis très contente. Et du coup, aujourd'hui, j'ose faire plein de trucs que je ne faisais pas avant. Et le fait de m'occuper d'autres femmes par rapport à mon association, parce que qui défend le droit des femmes et des foyers, bah, m'aide aussi à me dire que voilà, je suis prête à les aider. Et je suis prête à être bienveillante avec eux et les accompagner. Et à être à l'écoute, parce que je sais qu'à l'époque, j'avais besoin de ça, de parler à quelqu'un qui me comprenait. Et ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'être cette personne-là pour eux. Super. Voilà. Et bravo à toi, parce que franchement, c'est un parcours qui n'est pas évident. Et la résilience et le courage dont tu as fait preuve, c'est incroyable. Et tu es une vraie héroïne, quoi, une survivante, parce qu'il ne faut pas oublier que le risque, en fait, c'est de la mort. Quand on subit des violences, on a l'impression que... C'est ça, c'est qu'en fait, limite, tu es prête à partir, quoi, et tu te dis, bon, bah ça y est, et aujourd'hui, stop, faut arrêter. Et comment est-ce qu'on peut trouver ton association ? En fait, elle est toute jeune. Du coup, je vais créer une page Insta, tout ça, donc du coup, je pourrais vous la communiquer. Et on va la communiquer sur la chaîne aussi pour que les gens puissent te trouver voilà. Dès que tu seras prête. Et on va travailler aussi sur la prostitution infantile. Qui est un sujet qu'on n'en parle pas assez. Non, mais qui est... Et malheureusement, avec cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, la violence sexuelle, voilà. Et en fait, et aussi il y a la parentalité, parce qu'il y a aussi le problème de comment éduquer ton enfant avec... parce qu'on a perdu une jeune fille dans notre quartier qui s'est suicidée suite à la cyberharcèlement.
Et ça a eu beaucoup d'impact pour moi parce que c'est une jeune fille qu'on s'occupait quand on était parents d'élèves, mais qu'on ne voyait pas sa souffrance. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire juste de la prévention. Pour qu'on sache que ça Juste peut de arriver. la prévention, faire des petits groupes de parole avec des jeunes, juste pour dire voilà, ça existe. Si ça arrive, vous savez quoi faire, vous pouvez venir nous voir. Ou alors il y a ce site-là qui peut t'intéresser ou des films. Ou faire de la prévention en fait. Pour aider et je et tendre la trouve main. que dans les écoles, on n'en parle pas assez. Pas du tout. Et justement, j'ai envie de travailler avec les écoles pour travailler sur ça. Faire de la prévention et aider nos jeunes d'aujourd'hui, les adultes de demain, à faire la différence entre les violences. Merci du coup d'utiliser tout ce que tu as vécu pour faire autant de bien. C'est vraiment, vraiment très fort. Et du coup, je sais qu'on a mis en place certaines choses déjà aujourd'hui et je suis contente parce qu'il y a des femmes qui sont venues nous demander de l'aide et on les aide en ce moment. Et je suis contente. Je suis très contente parce que maintenant, il faut s'en servir pour leur donner de la force. Absolument. Et qu'elles aient une force, qu'après peuvent aider d'autres femmes. C'est comme ça qu'en fait, je vois les choses, c'est une chaîne de... Et il faut dire aussi que maintenant, je suis devenue une féministe depuis quelques années et très active depuis 2 ans. Du coup, je défends le droit des femmes surtout sur le travail, sur le foyer, qu'on a le droit de dire stop, maman, elle fait un break. Ok, j'ai 30 minutes que pour moi, vous me laissez tranquille. Et on a le droit de le faire sans le culpabiliser. Tout à fait. Et j'ai envie de leur montrer ça, que t'es une mère, mais t'es une femme et t'es un être humain avant tout et t'as des besoins. Ouais. Et il faut arrêter de dire que, bah non, je suis une maman, tu sais, travail, maison, non, il faut arrêter. Donc voilà. Merci de le dire. C'est que du positif maintenant et je suis très contente de donner de la force à d'autres femmes et de m'investir. Après, si vous avez besoin de bénévoles. On penserait à toi. Voilà. Avec plaisir. En tout cas, merci, bravo. Bah de rien. Merci. Toi, Tiphaine, du coup, les conséquences que ça peut avoir sur toi, tout ce cyberharcèlement, enfin les violences que tu as... Et puis même, on a parlé du cyberharcèlement parce que c'est ce à quoi tu es exposée, mais il y a peut-être eu d'autres violences que tu as vécues, subies, dans d'autres cadres qui sont, entre guillemets, plus privés, enfin moins visibles. Quelles conséquences ça a ou ça a pu avoir sur ta vie sociale, ta vie d'artiste, ta vie sexuelle, privée? Énormément, quoi. Déjà, j'ai dû, pour des violences que j'ai subies avant, notamment dans le monde qu'on pense si progressiste de la culture. Maintenant, on en parle avec MeToo, mais c'était déjà comme ça dans les écoles de théâtre, sauf qu'on n'en parlait pas. C'était rarissime, les profs de théâtre qui n'avaient pas mis sous emprise des élèves, parfois avec des différences d'âge ubuesques. Donc voilà, et de toute façon... être en patriarcat pour une femme, c'est de la violence, on est d'accord. Il y a de la pornocriminalité partout, dans la moindre pub, dans le moindre film. Donc, en permanence, des rappels que nous ne sommes que des objets sexuels à destination de ces messieurs. Complètement. Et alors, quand on est comédienne, et jeune comédienne... C'est encore... Alors là, carrément, c'est-à-dire que la misogynie, donc la haine des femmes, est sublimée dans l'art. Dans la religion, elle est sacralisée, et dans l'art, elle est sublimée. Donc on peut rien dire. Voilà. Quand on dit non, j'ai pas envie d'être mise à poil sur scène pendant des heures et des heures de répétition et agressée sexuellement sur le plateau, non. Mais t'es pas prête à tout, mais t'es pas professionnelle. Enfin, voilà. Ouais. Mais t'as rien compris, c'est de l'art, c'est la Ouais, volonté c'est ça, du réalisateur, ouais, bien sûr. donc oui, la première conséquence que ça a eu, pour éviter un maximum les violences dans le cadre de mon travail, puisque j'étais à la fois une jeune comédienne et à la fois une féministe. Donc j'avais une double vie, j'étais un peu schizophrène. C'est-à-dire que je m'étais formée, renseignée sur plein de sujets, notamment de ce qu'on appelle la culture du viol, qui est en fait la propagande des violeurs, parce qu'on ne parle pas de culture nazie. Je ne sais pas pourquoi on parle de culture du viol, bref. Enfin si, je sais, c'est parce que les femmes, on s'en fout. Mais donc voilà, je faisais des conférences contre la propagande des violeurs dans le monde de la culture. Et en même temps, je la subissais. Donc, c'était insupportable. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dû quitter le milieu traditionnel du théâtre et du cinéma, qui est fait par et pour les hommes. Donc, c'est quand même un sacré deuil, hein, quand vous avez toujours voulu être comédienne et qu'en fait, vous réalisez qu'en patriarcat, aujourd'hui, votre métier n'existe pas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle comédienne, en fait, c'est objet sexuel. Voilà. Et qu'en réalité, vous voulez passer des messages, interpréter pour de faux
des personnages, des émotions, etc., avec un savoir-faire, un métier, quoi. Et non, ça, c'est comédien. Voilà. Donc, il fallait que que je réinvente le métier de comédienne, comme à peu près toutes les comédiennes qui deviennent pas complètement folles. À chaque fois, on doit réinventer nous toutes seules. Donc, il faut qu'on écrive nos rôles, il faut qu'on écrive nos pièces ou nos films, il faut qu'on se donne les rôles que personne ne nous donnera, qui sont dignes, qui sont valorisants, valorisés, qui passent des messages avec lesquels on est d'accord, où on ne souffre pas sur scène, où on ne fait pas souffrir les copines dans les salles non plus en redéclenchant des traumas avec des images ultra violentes sous prétexte de dénoncer l'oppression en la reproduisant. Non. On ne dénonce pas l'oppression en la reproduisant, ça c'est la moindre des choses. Donc déjà voilà, ça m'a demandé de faire le deuil de ce que la petite fille, qui n'était pas au courant du patriarcat à ce point-là, etc., avait rêvé, c'est-à-dire d'être dans le milieu traditionnel du théâtre et du cinéma. Donc j'en suis sortie, et qu'est-ce que j'ai eu raison, pour faire moi mon propre art avec lequel je suis d'accord, etc. Et par ailleurs, j'encourage toutes les femmes artistes à faire ça, hein, parce qu'on est beaucoup plus rémunérées, respectées, etc. quand on crée nous-mêmes, hein, ça c'est clair et net. Mais enfin, c'est aussi parce que j'avais à ce moment-là une personne qui m'aidait financièrement, parce que sinon c'est infaisable en fait. C'est complètement ça. Sinon c'est infaisable. Les gens qui disent oui, mais bon, les comédiennes qui sont mises à poil et qui sont donc touchées sur leur corps, donc en droit du travail, ça s'appelle les agressions sexuelles. Voilà, on dit ouais, mais non, mais elles ont choisi. Donc que dalle. Enfin, je veux dire, il y a un contrat. Et t'as pas le rôle, si t'acceptes pas d'être à poil et qu'un comédien, devant toute une équipe technique très majoritairement masculine, te tripote les nichons ou je sais pas quoi, ou simule un viol, mais en fait, c'est pas simulé, c'est une agression sexuelle sur mon propre corps, c'est pas le corps du personnage, c'est le mien. Donc empathie pour les comédiennes. Hein. Quand vous voyez une comédienne à poil ou qui subit des agressions sexuelles, en fait, normalement, dans un monde normal, c'est des preuves, hein, et les mecs, ils seraient condamnés, je veux dire. Donc non, on n'a pas le choix. Du tout. Moi, il y a plein de rôles que je n'avais pas eus, notamment en cinéma, parce que je refusais d'être mise à poil ou sexualisée ou agressée sur scène. Enfin, je veux dire, c'est très clair. Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais le soutien financier pour pouvoir créer moi, c'est-à-dire galérer pendant des années à faire connaître ce que je fais, au départ être très très peu payée, voire pas, etc. Donc, c'est compliqué. Maintenant, ça va, mais... Donc ça, c'est une des premières conséquences. Une autre conséquence, comme l'ensemble des femmes ayant été aussi agressées dans l'espace public, mais comme 100% des meufs, je veux dire, on fait des détours de ma boule. Donc exactement, voilà, on sait, mais le soir, même en journée parfois, on sait qu'il y a des rues. Et voilà, il y a des mecs qui sont là en banc de poison. Parce que les poissons, les pauvres, ils y sont pour rien, donc en banc de poison. Et voilà, et on sait que on ne peut pas passer par là. C'est une rue non mixte. Donc, quitte à faire 20 minutes de plus, on fait un détour. On fait des détours dans le métro pour pas changer à certains arrêts. Et encore, ce n'est pas des sciences exactes, parce qu'il y a des arrêts où il ne s'est encore rien passé jusqu'à présent. Et puis ce jour-là, il y a un des agresseurs qui se dit « Allez, c'est mon moment, j'y vais ». Donc des conduites d'évitement en fait, des moments aussi d'extrême fatigue parce qu'on a trop subi, parce que les copines ont trop subi, puis dès qu'on est identifié féministe, et c'est très bien, mais tu dois le vivre déjà toi aussi, du coup toutes les copines, quand elle leur arrive quelque chose, elles se tournent vers celles qui vont bien réagir, qui vont être de leur côté, qui vont pas les culpabiliser, qui vont comprendre. Et j'en profite pour dire merci à toutes les femmes qui travaillent dans ces associations-là et qui font un travail extraordinaire, qui sont tout le temps constamment plongées dans des sujets très très lourds et qui font le travail parce que ce sont des vrais hommes. C'est des survivantes aussi en plus. Donc, clairement. On est vraiment dans pareil, un niveau d'héroïsme hallucinant. Au moment le plus lourd du cyberharcèlement, donc a quand même duré 1 mois et demi, pendant l'été, avec vraiment des milliers... voire des centaines de milliers d'insultes misogynes, menaces de mort, menaces de viol, menaces de violence physique, etc. Vraiment avec un acharnement de haine, juste parce que je dis « elle pleut ». Enfin, je veux dire, voilà. Oui, j'étais épuisée, en fait. Même sans lire, quand on nous prend son téléphone et qu'on voit qu'on a 200 messages qui sont arrivés dans la dernière heure, et qu'on sait que c'est des haters, épuisement. J'avais des choses à faire au niveau du travail, je n'ai pas pu les faire. Et heureusement, c'était l'été, donc j'ai quitté Paris, parce que je me disais, s'il y a un Marc Lépine, donc un génocidaire de féministes en puissance, tout peut arriver, hein, parce qu'il y en a qui passent à l'acte aussi. Hein. Donc beaucoup de conséquences, oui. Et puis, quand ça va encore plus loin, des copines qui ont été cyberharcelées,
je pense à Nadia Dam par exemple, ou autres, qui ont dû déménager, leurs enfants ont été menacés à la sortie de l'école, donc il fallait changer d'établissement scolaire. Ça peut aller très loin, et qui se disent je poste plus rien sur les réseaux parce que je sais que ça repart, parce qu'il y a une impunité totale aussi, en plus. C'est clair. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, ça c'est sûr. Mais effectivement, juste pour reboucler très rapidement, juste de dire, oui, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner aux héroïnes victimes de violences, donc aux femmes, c'est de devenir féministe, de rentrer dans les mouvements féministes et d'aider les autres meufs, parce qu'en fait on s'aide aussi comme ça. Alors, il faut d'abord avoir pris soin de soi avant de prendre soin des autres, ça c'est sûr. Ouais. Comme tu dis, Bien on sûr. ne peut pas la faire tout le temps. Mm. Et puis, d'être dans la lutte collective et de mettre toute sa colère au service de la lutte collective dans des actions. C'est une bonne thérapie. Comme là, on est en train de faire aussi. On sait que ça va servir à des copines qui vont écouter. Bah, ça, c'est gigantesque. Et puis, c'est là qu'on rencontre les personnes les plus extraordinaires, c'est-à-dire les femmes. Donc, vraiment, prenons soin de soi. Je rappelle, CFCV, tout ça. Et puis devenons féministes parce que... Complètement. Parce que voilà, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une meuf, quoi. C'est top. Merci à toutes les deux. Je sais que j'ai encore plein de questions, mais on va poursuivre avec les interviews de toute façon. Merci mille fois à toutes les deux d'avoir partagé tout ça. Et c'était pas, il y a des choses qui sont pas simples, mais on le fait dans le but d'aider, d'accompagner, de créer des déclics potentiellement. Donc merci pour votre confiance, merci pour votre transparence. Et vous toutes et tous qui nous avez écoutés, merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode.